revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec ce matin la petite et la grande actualité. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant, et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant, qui est le plus drôle. Paul Claudel, en écrivant ces lignes dans Le Soulier de Satan, ne pensait pas évidemment à l'actualité, et pourtant il y a des jours où l'on a parfois ce sentiment que l'on ne regarde pas forcément au bon endroit. Concernant la Syrie, par exemple, depuis lundi, les médias sont focalisés, et c'est normal, par la libération de Damas, mais ils ne voient pas, ou pas assez, ce qui se passe sur le plateau du Golan. Et c'est pour cela qu'il faut lire le reportage sur place de Guillaume de Dieuleveux du Figaro, parce que pendant que les Syriens se libèrent de leur dictateur, les Israéliens sont en train de redessiner la carte du Proche-Orient. Sans en faire beaucoup de publicité, ils sont à l'offensive sur tous les fronts, écrit-il. Dans la nuit de lundi à mardi, l'aviation israélienne aurait mené environ 300 raids pour détruire stocks d'armes, MiG-29, des hélicoptères de combat. La marine israélienne a de son côté envoyé par le fond 6 bateaux de guerre syriens. 80% des capacités militaires syriennes seraient aujourd'hui détruites. Et ce qu'ajoute Guillaume de Dieuleveux, c'est que, toujours aussi discrètement, si l'on peut dire, les chars israéliens ne sont plus qu'à 20 km de Damas. Et alors après la chute du régime syrien, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien peut-être à l'effondrement de l'Iran. Lisez en tout cas dans l'Opinion, cet article du Wall Street Journal qui détaille la situation catastrophique dans laquelle se retrouve aujourd'hui Téhéran. Ces dernières décennies, l'Iran avait effectivement dépensé des milliards de dollars pour se constituer un réseau de milices afin d'exercer une influence politique et militaire sur l'ensemble de la région. En quelques semaines, les piliers de cette architecture ont disparu, les dominos sont tombés les uns après les autres et on ne se rend pas encore compte, écrit le journal, à quel point l'effondrement du régime d'Assad est un revers stratégique d'une ampleur historique pour l'Iran. On revient en France avec la crise politique. Oui, contrairement au Soulier de Satin, ce qu'il y a de plus long n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. La longue quête d'un Premier ministre, il paraît qu'on connaîtra son nom avant demain soir. Tant mieux, mais ce qu'il y a sans doute de plus important, c'est l'explosion de l'union de la gauche. Le NFP au bord de l'implosion, vous lirez ça dans les Échos. Les pourparlers de l'Élysée entre macronistes, LR et socialistes ont rendu les mélenchonistes fous furieux. Jean-Luc Mélenchon a déjà prévenu qu'en 2027, ce ne sera pas possible avec les socialistes, écrit Adrien Vallat, sans fleurs ni couronne. Un petit mot de ce sondage qui vient de tomber du Figaro Magazine et qui montre que Marine Le Pen resterait la mieux placée en cas de présidentielle. Et puis, pour clore ce chapitre promesses politiques, ajoutons cette info glanée dans le JD News de cette semaine. On se souvient qu'au soir de l'incendie de Notre-Dame, Anne Hidalgo, émue aux larmes, avait promis 50 millions d'euros pour reconstruire la cathédrale. 5 ans plus tard, eh bien, la ville n'aura finalement pas versé un seul euro pour la restauration, nous apprend l'hebdomadaire, un oubli sans doute de Lucie Castet, responsable des finances de la capitale. Bon, tout cela vous donne peut-être envie de partir en vacances. Pour tout oublier et profiter de la nouvelle tendance de l'époque, les vacances sans enfants, Dimitri. Inventé aux États-Unis, le concept de club de vacances interdit aux moins de 18 ans est en train de se développer à la vitesse grand V dans notre beau pays, nous apprend Léa Houtier du Figaro Économie, parce que ras-le-bol des mômes, enfin surtout ceux des autres. Et voilà, ceux des autres, oui. Intéressant quand même cette évolution, puisqu'on passe ainsi d'une société de l'enfant roi à celle de l'enfant banni. Enfin, tout cela nous amène à conclure avec des petits poussets, selon l'expression consacrée, et un peu éculée, petits poussets brestois dont on ne se lasse pas. En Ligue des Champions, ils ont encore réalisé l'exploit. Hier, l'équipe n'en revient pas, ils se retrouvent d'ores et déjà qualifiés pour la deuxième partie de la compétition, et ne croyez pas que ce soit purement anecdotique, car il y a un message d'espoir derrière cette épopée bretonne, nous explique Vincent Duluc dans son éditorial. Ce que dit Brest aux grandes familles européennes, écrit-il, c'est que toutes les histoires sont encore possibles dans le foot et que l'on peut continuer à ressentir des émotions comme avant. Quand Cendrillon, conclut-il, s'invite au bal et que son carrosse ne se transforme pas en citrouille avant minuit et que l'on troque un soulier de satin pour des chaussures à crampons ou une pantoufle de verre. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-babidi-bou. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. C'est ça par cœur, Anissa. Oui. Absolument. Et Cendrillon, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Oui. Donné à la Comédie Française.